Bonjour François Gemène. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez lundi à Sharm el-Sheikh pour la 27e conférence mondiale sur le climat, les COP, qui sont des machines à décevoir. Chaque année, c'est le même refrain. Nous attendons de la COP qu'elle résolve le drame. Chaque année, nous critiquons ce grand barnum climatique. C'est vous qui le dites dans votre livre. Pourquoi y allez-vous alors ? Parce que ça reste malgré tout nécessaire. C'est-à-dire que c'est la pire forme de coopération internationale que nous ayons, à l'exclusion de toutes les autres. Le problème, c'est que le changement climatique, c'est un problème global. Aucun pays, à lui tout seul, ne peut prétendre lutter efficacement contre le changement climatique. Et donc, nous sommes condamnés à coopérer, nous sommes condamnés à mettre en commun nos efforts. Le problème, effectivement, c'est que les COP telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, on a l'impression d'être déçus chaque année. Parce qu'il n'y a aucune mesure contraignante, finalement. Parce qu'il est impossible, effectivement, de contraindre les États. Et il faut bien comprendre que les COP, c'est un peu comme une assemblée générale des copropriétaires. C'est-à-dire que si les copropriétaires ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit, l'assemblée générale ne peut pas le décider à leur place. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Joe Biden, hier, la vie même de l'humanité est en jeu, a-t-il déclaré. L'Amérique, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, promet réduire de 52% en 2030 ses émissions par rapport à 2005. Biden annonce plus de financement pour l'adaptation des pays pauvres au changement climatique. Est-ce que vous croyez à ces promesses ? Pas du tout. Ce sont des résolutions de nouvel an. C'est-à-dire c'est des choses qu'on dit un peu dans l'euphorie du moment parce qu'il faut faire des grands discours volontaristes. Mais c'est quoi le problème ? Joe Biden l'a dit. Joe Biden promet une réduction des émissions d'ici 2030. En 2030, Joe Biden ne sera plus président des États-Unis. Et donc tous les engagements qu'on prend... Et puis les 1,5 degré d'augmentation, apparemment, on va les atteindre d'ici 9 ans. C'est ce qu'a dit hier une étude ça, anglaise. C'est très clair. Donc les accords de Paris... On sait bien que ce n'est plus possible. C'est mort. C'est mort. Et donc, moi, je crois qu'il faut se concentrer sur l'objectif des 2 degrés, qui est l'objectif central des accords de Paris. L'objectif de 1,5 degré, c'est un peu un objectif volontariste qu'on a pris depuis, mais on sait qu'on fait courir les gens derrière des chimères, qu'on ne parviendra plus, hélas, à atteindre ces objectifs. Par contre, chaque dixième de degré va compter. Donc, c'est vraiment important qu'on essaie de se rapprocher au maximum de cet objectif. Et pour ça, il va falloir tout donner. Et ça implique aussi de se mettre sur des trajectoires plus proches, et je crois d'abandonner ces promesses de baisse des émissions à 2030 ou à 2050. Ceux qui font ces promesses ne seront plus là en poste au moment où on atteindra ce terme, et donc ils ne seront plus là pour rendre compte de leur action. Il faut se demander qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. On va en parler des solutions. Mais d'abord, les COP déçoivent. Donc, la catastrophe climatique est là, on ne peut que la contenir. Les citoyens en ont conscience, mais ne donnent pas mandat aux politiques pour agir. De toute façon, à quoi bon agir puisqu'on ne verra pas les effets de notre vivant. Et en plus, agir à l'échelle des nations n'a que peu d'impact sur le changement climatique. Je résume Tout ça explique pourquoi on n'agit pas suffisamment aujourd'hui. C'est assez désespérant le constat que vous faites dans ce livre. Effectivement, c'est-à-dire que le constat, à l'évidence, c'est un constat d'échec. Chaque année, les émissions de gaz à effet de serre continuent à progresser. Chaque année, on se dit qu'il y a d'autres urgences qui vont passer avant la question climatique. Et tous les indicateurs sont en train de virer au cramoisi. Et donc, il faut pouvoir se demander à un moment, pourquoi est-ce que nous échouons ? Pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas collectivement ? Et comment est-ce qu'on pourrait y arriver ? Vous êtes découragé ou énervé ? Le ver vénère a dit l'idée à propos de vous. Je suis parfois un peu énervé, effectivement, devant le fait qu'on s'attache parfois à des questions symboliques, parfois devant le fait qu'on dit que rien n'est fait, que rien ne se passe, alors qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faudrait, à mon avis, encourager. Et donc oui, je prends ces questions sur les réseaux sociaux, vous ferraillez avec oui, je pense que c'est important parce que c'est aujourd'hui une fabrique de l'opinion importante, les réseaux sociaux, absolument. Vous avez conseillé des politiques, notamment Yannick Jadot, lors de la dernière présidentielle. Vous dites il est important pour l'écologie politique de cesser de se croire moralement supérieur à d'autres opinions ou idéologies. Aujourd'hui, l'écologie politique, c'est quoi ? C'est un problème d'incarnation ou c'est un problème d'idées ? C'est un problème d'incarnation, je ne pense pas, parce que globalement, quels que soient les candidats, on a mis des candidats plus radicaux, plus modérés, globalement, les scores électoraux restent faibles, voire très faibles. Je pense que c'est un problème aujourd'hui de comment on touche des classes populaires et comment est-ce qu'on arrête de s'adresser uniquement à un public de privilégiés qui sont parfois un peu les militants climat, et comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce mouvement climat, mais qui pourtant sont sensibles à la question du changement climatique. Vous dites aussi un problème de récit de l'écologie, c'est quoi ? De marketing de l'écologie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la lutte contre le changement climatique, ou globalement l'écologie, comme une contrainte à laquelle il faudrait se plier, comme des efforts à faire, à réaliser. Punitive, c'est ça. Et donc forcément, on n'a pas envie. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer cette question, non pas en une contrainte à laquelle on va chercher à échapper, mais en un vrai projet politique qui va nous mobiliser
et vers lequel on va tendre. Dans ce livre, vous évoquez des solutions qui reposent, selon vous, davantage sur des minorités déterminées que sur des majorités conscientisées. Qui sont pour vous ces minorités? Très clairement, ce sont les gens qui, dans leur entreprise, dans leur collectivité, dans la société civile, vont se battre pour faire changer les choses. Et il y a aujourd'hui des mouvements qui s'observent dans la société. C'est pour ça que je suis parfois énervé quand on dit rien ne marche, aucune alerte n'est entendue, il n'y a rien qui se passe. Tout le monde voit bien qu'il y a des choses qui se passent dans la société. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les amplifier, pour les démultiplier et pour que ces mouvements puissent être dupliqués ailleurs. Et donc, je crois qu'on a Donc, ce aujourd'hui... sont tous ces petits mouvements locaux au sein de l'entreprise qu'il faut multiplier. qu'il faut surtout amplifier, parce qu'il y a des leviers très importants qui peuvent être activés au niveau des entreprises et des collectivités qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de s'atteler aujourd'hui à éteindre l'incendie et pas juste à crier au feu parce que tout le monde voit bien que la maison brûle. Et quand on parle des minorités déterminées, que faites-vous et que pensez-vous de ces activistes dont on a beaucoup parlé dans les musées, par exemple, qui ont jeté de la soupe sur des tableaux de maîtres? Je pense que ça peut malheureusement, je pense que le message n'est pas clair, que les gens, la plupart des gens vont se demander pourquoi on attaque ainsi des tableaux et des musées, et je crains que ça ne détourne une partie des gens d'une cause à laquelle ils sont pourtant sensibles. C'est la diversité des actions, finalement. On peut ça dire aussi, que c'est la diversité ça sert des de actions, levier etc. Mais soyons clairs, moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement la confusion dans le message, l'idée de s'attaquer à l'art, alors que je crois que l'art fait partie de la solution. Et donc j'entends bien que c'est pour provoquer une conversation, mais c'est un peu une conversation pour critique d'art et pour privilégier. Et je pense que l'essentiel de la population passe à côté de ce message parce qu'il n'est pas suffisamment clair. Et donc c'est ça qui m'inquiète. L'idée qu'on retourne un peu en arrière en criant au feu, alors qu'aujourd'hui la priorité me semble être d'éteindre l'incendie. Parmi ces activistes, il y a quand même de plus en plus de chercheurs. Le 11 octobre, Julia Steinberger, pardon pour la prononciation, autrice principale du dernier rapport du GIEC, s'est collée la main sur une route très fréquentée de Berne, en coordination avec l'action d'une association. Je vais citer aussi Peter Kalmus, qui est chercheur à la NASA, qui s'est enchaîné à la porte d'une grande banque. Il y a un mouvement de désobéissance civile chez les chercheurs. Est-ce que vous le comprenez? Oui, il y a un mouvement qui naît, effectivement. Il y a de plus en plus de chercheurs qui sont frustrés, je crois, du manque d'action politique et qui vont traduire comme ça leur engagement. Je pense qu'il y a diverses formes d'engagement. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai soutenu des candidats en politique parce que j'ai estimé que c'était peut-être le moment où il y avait une vraie possibilité de changer le système. D'autres chercheurs ont préféré ne pas s'engager et s'afficher politiquement neutre et puis venir se coller la main et essayer d'arrêter des camions. Chacun a son mode d'engagement. La question, je crois, c'est de voir comment ces modes d'engagement peuvent potentiellement être complémentaires plutôt qu'antagonistes. Vous n'aimez pas qu'on termine les interviews en disant est-ce qu'il n'y a pas une note d'espoir, parce qu'on n'a pas forcément. Donc je vais vous demander peut-être un conseil ou une mesure qu'il faudrait là mettre en place en priorité. Vous ne pas une note d'espoir? Je sais pas. J'en ai une pour vous. Si vous ah bah alors allez-y. Les émissions de la Chine ont baissé en 2022 par rapport à 2021. On ne sait pas encore si c'est exactement structurel ou conjoncturel. Est-ce que c'est lié à leurs investissements dans les énergies fossiles ou à l'éclatement de la bulle immobilière? Mais en tout cas, c'est une petite bonne nouvelle. Ça pourrait laisser vouloir dire... La Chine qui ne va pas à la COP, mais qui, bon, Non, la Chine est à la COP. Elle n'envoie pas de président, mais il y a une délégation chinoise. Mais ça pourrait laisser vouloir dire que la Chine aurait peut-être atteint le pic de ses émissions plus tôt que les observateurs ne l'avaient prévu. Et si ça se confirme, ça serait une très très bonne nouvelle pour le climat. Une autre bonne nouvelle, c'est que l'Allemagne a décidé de sortir du traité sur la charte des énergies. Ça, c'est un traité qui protégeait les investissements dans les fossiles. On espère maintenant que la semaine prochaine, l'Union européenne va sortir à son tour de ce traité. Ça serait une autre très bonne nouvelle pour le climat. Donc vous voyez, je peux parfois terminer sur une note d'espoir. Mais oui, merci François Gemelle. Merci à vous.